Bonjour, bonsoir tout le monde et sahab chez Bitcom. Je vais vous parler maintenant de l'imagerie des masses médiastinales de l'enfant. Bien sûr, parler des masses médiastinales de l'enfant, ça sous-entend parler un peu de l'anatomie radiologique du médiastin, qui est un élément fondamental, notamment en imagerie et surtout sur la radiographie thoracique. On va bien sûr parler sur la radiographie thoracique des compartiments. Je ne vois pas tout l'écran en fait. Voilà. Donc, on va parler maintenant du compartiment du médiastin. On connaît très bien que le médiastin il est divisé en trois compartiments, le compartiment supérieur, moyen et inférieur. Le compartiment supérieur, il est situé au-dessus d'une ligne qu'on doit tracer au-dessus du bouton aortique. Et le compartiment moyen, il est situé entre cette ligne-là et une autre ligne, une deuxième ligne qu'on doit tracer en regard de la carène. Donc, voilà le médiastin moyen et au-dessus de cette ligne, on aura le médiastin inférieur. Sur une radiographie de profil, donc on va bien sûr diviser les compartiments de l'médiastin en compartiments supérieurs au-dessus d'une ligne qu'on doit tracer par rapport à la partie supérieure de la crosse de l'aorte. Ça, c'est le médiastin supérieur. Le médiastin moyen, il est situé entre cette ligne-là et une ligne qui devrait passer par la carène également. Ça, c'est le médiastin moyen. Et au-dessus de cette ligne, la deuxième ligne, c'est le médiastin inférieur. Et de façon antéro-postérieure, on va diviser le médiastin en médiastin antérieur, moyen et postérieur par rapport à une ligne qui devrait passer entre la face antérieure de la trachée et en bas entre le bord postérieur du cœur. Ça, c'est le médiastin antérieur. Le médiastin moyen, il est situé entre cette ligne-là et une ligne qui devrait être située 1 cm à 1 cm et demi en arrière du bord antérieur du rachis. Donc ça, c'est le médiastin moyen et le médiastin postérieur, c'est toute la partie qui est située en arrière de cette ligne qui devrait passer 1 cm à 1 cm et demi en arrière du bord antérieur du rachis. Donc ça, le médiastin, il est divisé en trois compartiments, supérieur, moyen et inférieur, et trois compartiments en antéro-postérieur, antérieur, moyen et postérieur. Maintenant, on va parler du bord du médiastin. En fait, le bord droit du médiastin, il est dit le bord droit veineux parce qu'on aura le tronc veineux brachiocéphalique, par la suite la veine cave supérieure et par la suite l'oreiller droite. Et enfin, la veine cave inférieure. Et le bord gauche, il est artériel et on cite l'artère subclavière gauche, le bouton aortique, l'artère pulmonaire et l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Donc, le bord droit du médiastin, il est veineux et le bord gauche du médiastin, il est artériel. Maintenant, on va parler des lignes médiastinales. Le médiastin, il est fait par des lignes en fait. C'est quoi la définition d'une ligne médiastinale? C'est l'interface qui est située entre deux milieux au niveau en imagerie, deux milieux de densité différentes. C'est-à-dire entre le poumon qui est clair, qui est rempli d'air, et le médiastin qui est de densité hydrique. Donc, l'interface qui est située entre ce poumon qui est plein d'air et tous les constituants du médiastin qui sont de densité aérique s'appelle une ligne médiastinale. Et cette ligne médiastinale, elle est fondamentale pour le dépistage de certaines pathologies et je vais vous montrer des exemples. Donc, on cite les lignes médiastinales, lignes paravertébrales, les paratrachéales, paratrachéaux. Ensuite, la ligne para-aortique. Par la suite, la ligne azygo-œsophagienne et les deux lignes paravertébrales. Donc, ligne paratrachéale, ligne para-aortique, la ligne para-azygo-œsophagienne et les deux lignes paravertébrales. Pourquoi c'est important? Parce que si on trace, comme dans ce cas-là, les lignes, habituellement, devraient se trouver, les lignes, par exemple, paravertébrales, on note ici que ces deux lignes-là,
elles sont refoulées. Elles sont refoulées par quoi? Par un processus qui a refoulé ces deux lignes. Donc, on peut dépister sur cette radiographie thoracique la présence d'une masse médiastinale qui a refoulé les deux lignes paravertébrales. Un autre cas, ici, on a également le refoulement des deux lignes paravertébrales par un processus tumoral situé dans le médiastin inféro-postérieur. Ici, on a également, si on trace les deux lignes paratrachéales, on note qu'elles sont, ces deux lignes sont refoulées, elles sont refoulées par un magma d'adénopathie, comme dans ce cas-là, dans le cadre d'un lymphome. Maintenant, on va passer à décrire l'opacité médiastinale. Une opacité médiastinale, elle est définie par une opacité de tonalité hydrique qui est souvent homogène, dont les limites externes sont nettes et convexes vers le parenchyme pulmonaire et les limites internes sont noyées dans le médiastin. Elles sont invisibles, elles sont noyées dans le médiastin. Et bien sûr, elles se raccordent par une pente qui est douce avec le médiastin. En appliquant le signe de la silhouette, c'est quoi le signe de la silhouette? En fait, c'est l'application de niveau des deux masses, d'une masse par rapport au médiastin. Si une opacité elle est située dans le même plan que le médiastin, donc leurs limites, elles disparaissent. Par contre, voilà, comme dans ce cas-là, cette opacité qui est médiastinale et dans la limite interne noyée dans le médiastin et qui n'est pas visible, elle est bien antérieure sur la radiographie de profil. Alors que si, dans ce cas-là, les limites restent visibles entre le médiastin et une opacité médiastinale, donc cette opacité, elle n'est pas située dans le même plan que le médiastin. Elles sont, et dans ce cas-là, postérieures, comme le montre cette radiographie de profil. Notez la présence de cette énorme masse médiastinale postérieure. Le signe maintenant cervico-thoracique qui décrit le siège d'une opacité du médiastin supérieur. C'est le médiastin supérieur, cette opacité, elle est antérieure ou bien postérieure. En application de ce signe cervico-thoracique, on est capable de dire, comme dans ce cas-là, si cette opacité, elle est antérieure, le bord supérieur de cette opacité, il est invisible au-delà de la clavicule. Pourquoi? Parce que l'apex pulmonaire, il est toujours postérieur. Donc, elle n'est pas visible avec l'apex pulmonaire. Donc, une masse médiastinale supérieure, elle est du siège antérieur si son bord supérieur disparaît à la hauteur de la clavicule, comme le montre cette radiographie thoracique. Le scanner confirme la présence d'une masse du médiastin antérieur et supérieur. Maintenant, si le bord supérieur de cette masse persiste au-delà de la clavicule, il est certainement postérieur. Pourquoi? Parce que l'apex, il est postérieur. Les deux apex pulmonaires sont toujours postérieurs. Un autre élément à retenir, que le lobe moyen, il est toujours antérieur. La lingula du côté gauche, elle est toujours antérieure. Les deux apex sont toujours postérieurs. Donc, si on continue à voir le bord supérieur d'une opacité du médiastin supérieur au-delà de la clavicule, donc elle est postérieure. Maintenant, si on veut savoir cette opacité, elle est antérieure ou postérieure, selon vous, elle est bien sûr postérieure parce qu'on continue à la voir au-delà de la clavicule, comme le montre la radiographie de profil. Donc, dans certains cas, notamment chez les petits enfants, parfois les deux mains sont trop élevées et les clavicules sont projetées au-delà, à la hauteur du cou, et donc on ne les voit pas en projection des deux apex pulmonaires. Si une opacité, on la voit comblant toute l'apex pulmonaire, elle est postérieure. Maintenant, on va pouvoir différencier une masse médiastinale avec un gros île pulmonaire par l'application du signe de la convergence du île.
on va savoir si un gros île, le île pulmonaire qui normalement se projette en regard des deux bords moyens du médiastin. Si les vaisseaux vont converger au niveau du île médiastinal et au contact de cette île, ces vaisseaux vont se perdre sur le bord externe de ce île, il s'agit d'une grosse artère pulmonaire qui est très dilatée. C'est-à-dire, si on continue, si on voit les vaisseaux qui s'arrêtent au contact de cette opacité, donc il s'agit d'une artère pulmonaire qui est très dilatée. Mais si on continue à voir les vaisseaux à travers l'opacité qui se projette sur le médiastin moyen, si ces vaisseaux, on les voit, donc il s'agit bien d'une opacité du médiastin proprement dite, comme le montre cette image radiologique. Donc ici, on a une opacité qui se projette sur le bord moyen gauche du cœur. Donc, cette opacité, elle est bien visible. Il ne s'agit pas d'une artère pulmonaire, mais c'est d'une opacité médiastinale proprement dite. Le scanner confirme la présence d'une opacité du médiastin moyen, comme le montre également cette radiographie où on note la présence ici des vaisseaux qu'on les voit à travers l'opacité du médiastin antérieur et moyen. Maintenant, comment différencier une masse du médiastin avec une cardiomégalie ou une péricardite? Normalement, le île se projette donc en dehors du bord du médiastin. Si on continue à voir les vaisseaux à travers cette opacité, il s'agit d'une opacité du médiastin. Si les vaisseaux se perdent, il s'agit d'une cardiomégalie. Voilà ici. Le île reste visible à travers cette opacité. C'est une masse du médiastin antérieur, comme le montre cette radiographie thoracique. Mais si on note, on ne voit pas les vaisseaux à travers ce médiastin, il s'agit bien d'une cardiomégalie, comme le montre ce cliché radiographie thoracique et qui est confirmé par l'échographie cardiaque qui objective un épanchement péricardique. Maintenant, on va voir le signe thoraco-abdominal. Ce signe thoraco-abdominal, il va pouvoir nous montrer est-ce qu'il s'agit ici d'une opacité du médiastin ou bien une opacité thoraco-abdominale. Si on voit à travers cette opacité, les lignes de séparation entre l'opacité et le médiastin qui continuent à s'élargir en bas et ne revient pas au médiastin, il s'agit d'une opacité thoraco-abdominale, alors que si cette opacité rejoint le rachis, donc il s'agit d'une opacité du médiastin postérieur, du médiastin ici postéro-inférieur dans le cul-de-sac costodiaphragmatique postérieur. Maintenant, chez cet enfant de 9 ans, est-ce qu'il s'agit d'un thymome? Non. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un garçon âgé de 9 ans qui a plutôt une hémopathie lymphoïde. L'image, elle rappelle un thymus de forme triangulaire. Mais ici, on a un garçon qui est un peu plus âgé. Il faut oublier la gamme diagnostique qui est normalement connue chez l'adulte. Donc, chez l'enfant, le médiastin antérieur, il est occupé normalement par un thymus plus souvent normal. Il faut chercher des malformations lymphatiques, l'utératome et plus bas, les opacités d'origine diaphragmatique. L'étage moyen du médiastin, il contient le plus souvent chez l'enfant des adénopathies, les malformations lymphatiques, les anomalies des arcs aortiques, les duplications digestives, les kystes bronchogéniques et toutes les étiologies d'origine diaphragmatique. Et au niveau du médiastin postérieur, il faut bien sûr rechercher les tumeurs nerveuses, les malformations lymphatiques, les kystes neuro-entériques, les pathologies diaphragmatiques et plus rarement l'hématopoïèse extramédulaire, la spondylodécite et les reins intrathoraciques. Ça dépend en fait de l'âge. Avant l'âge de 2 ans, il s'agit le plus souvent d'un thymus normal ou ectopique. Au niveau du médiastin postérieur, un neuroblastome, un kyste bronchogénique au niveau du médiastin moyen, l'utératome qui est ubiquitaire et les malformations lymphatiques ici également. Mais au-delà de 5 ans,
Il s'agit le plus souvent d'une hémopathie, normalement hémolymphopathie. On va voir l'application à travers 10 cas cliniques. Là, on a un enfant âgé de 10 ans et qui se présente pour dyspnée. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien ici une opacité de tonalité édérique à limite externe qui est nette et convexe vers le parenchyme, avec se raccordant en pente douce avec le médiastin. Les limites internes sont noyées dans le médiastin, donc il s'agit d'une opacité médiastinale. Cette opacité, ces limites internes sont noyées dans le médiastin, donc en application de la signe du silhouette, il s'agit d'une opacité du médiastin antérieur et en application du signe du recouvrement de Hill, on voit bien les vaisseaux à travers cette opacité, donc il s'agit bien d'une opacité du médiastin antérieur, moyen et inférieur. Donc, chez cet enfant, quel est le premier diagnostic à évoquer? C'est donc devant cette masse du médiastin antérieur, il s'agit donc ici, comme le montre ce scanner, cette masse qui est largement kystique et qui contient des calcifications, il s'agit d'un tératome. Le cas suivant, c'est chez cet enfant chez qui on a réalisé une radiographie thoracique, on a découvert une masse du médiastin antéro-supérieur, cette opacité médiastinale qui est responsable d'un élargissement du médiastin supérieur et antérieur. Il s'agit d'un enfant âgé de 2 ans, donc c'est bien sûr, normalement le premier diagnostic c'est un tératome, c'est une origine thymique intimus, mais l'exploration ici radiologique a confirmé en échographie et en scanner qu'il s'agit plutôt d'un lymphangiome kystique. C'est une formation kystique siégeant au niveau du médiastin antérieur et supérieur. Le cas suivant, un garçon âgé de 8 ans, chez qui on note la présence d'une énorme masse du médiastin responsable d'un élargissement du médiastin supérieur et moyen et antérieur. C'est un gros médiastin antérieur et au scanner, il s'agit plutôt de magma d'adénopathie, c'est un lymphome. Comment faire maintenant la part entre un thymus normal et un lymphome chez un enfant? Le premier élément, c'est essentiellement l'âge, la symptomatologie clinique et bien sûr les données de l'imagerie, notamment l'échographie et le scanner. Les diagnostics différentiels de l'enfant sur la radiographie thoracique sont essentiellement la tuberculose et les autres infections atypiques, notamment le mycoplasme. On passe au cas suivant. Enfant âgé de 14 ans et demi qui consulte pour sueur, dyspnée et fièvre. On note ici la présence d'une énorme masse du médiastin antérieur et supérieur. Sur la radiographie thoracique, cette opacité occupe l'espace clair rétrosternal, donc elle est antérieure et supérieure. Donc, c'est le siège habituellement des pathologies thymiques, mais comme on est chez un enfant âgé de 14 ans, donc il s'agit plutôt d'un lymphome non hodgkinien. Voilà le scanner, bien sûr, on a confirmé cette pathologie par le scanner et par les biopsies, bien sûr, de ce processus tumoral sous scanner. Le cas suivant est celui d'un enfant qui consulte pour toux et pour fièvre. Voilà la radiographie thoracique de face et la radiographie thoracique de profil. Donc, si on applique le signe de la silhouette ou bien si on applique les différents signes qu'on a vus ensemble et on étudie bien les différentes lignes médiastinales, on note ici qu'il y a ici un refoulement de la ligne paravertébrale ici inférieure. Donc, voilà cette opacité. Donc, voilà cette opacité. Donc, si vous arrivez à la voir, cette opacité, elle occupe sur la radiographie de profil l'espace clair rétrocardiaque. Voilà une radiographie thoracique normale. Notez bien ici l'espace clair rétrocardiaque qui devrait être bien clair. Dans notre cas, il est occupé par une opacité. Il s'agit ici, voilà cette opacité, il s'agit d'un kyste pleuropéricardique qu'on le voit au scanner. Le cas suivant est celui d'une radiographie thoracique
faite pour une symptomatologie infectieuse et on note la présence de cette opacité médiastinale postérieure. On continue à voir les limites de cette opacité. Voilà, en application du signe de la silhouette, cette opacité, elle n'est pas située dans le même plan que le cœur, elle est plutôt postérieure. Donc, il s'agit ici, comme elle est postérieure, et sur le scanner, elle dépasse le 1 cm en arrière du bord antérieur du corps vertébral, elle est bien postérieure, il s'agit d'un neuroblastome. Le cas suivant, chez un enfant qui consulte pour un syndrome néphrotique, on a réalisé un cliché d'abdomen, voilà, et on note sur ce cliché la présence de cette opacité du médiastin inférieur. En application avec le signe de thoraco-abdominal, on note que la limite de cette opacité rejoint rapidement le rachis. Donc, il s'agit d'une opacité du médiastin postérieur et inférieur. Le scanner et l'IRM ont montré bien cette masse. Il s'agit d'une neurofibromateuse. C'est une masse du médiastin inférieur et postérieur. Le cas suivant est celui d'un enfant âgé de 2 ans et demi, chez qui on a remarqué la présence d'une diminution du murmure vésiculaire à gauche, mais sans fièvre. Il s'agit donc d'une opacité médiastinale postérieure dans le cliché de face et de profil. Donc, c'est une énorme masse du médiastin postérieur qui correspond à une tumeur neurogène. Donc, le cas suivant, c'est une découverte fortuite chez cet enfant d'une opacité du médiastin antérieur et supérieur. C'est une opacité de forme triangulaire qui correspond à un thymus normal. Donc, devant la présence d'un thymus normal qui occupe le médiastin antérieur, supérieur, ce thymus normal, il n'est jamais compressif. Devant, si il y a un doute diagnostique, on a le droit de compléter l'exploration par une échographie. L'échographie permet de confirmer la présence d'un thymus normal. Mais si cette masse thymique devient symptomatique, là, il faut l'explorer. Le thymus peut avoir différentes formes. Il peut être unilatéral, il peut être bilatéral, il peut être énorme. Donc, comme vous voyez, le thymus peut avoir beaucoup de formes et les volumes variables normalement avant l'âge de 2 ans. Voilà maintenant le cas suivant est celui d'un enfant qui se présente pour cette radiographie thoracique et on note la présence d'une opacité médiastinale postérieure puisqu'on est capable de voir les limites du médiastin, mais cette opacité, elle est énorme parce qu'elle correspond à une énorme masse du médiastin postérieur qui a envahi ici l'étage abdominal. Donc, il s'agit ici d'une énorme masse médiastinale en rapport avec un neuroblastome. Le cas suivant, ici, chez cet enfant âgé de 2 ans, cette opacité du médiastin inférieur et qui envahit le médiastin, l'étage abdominal, parce que en application du signe thoraco-abdominal, on note que cette opacité, son bord s'éloigne sans revenir rapidement au thorax. Donc, il s'agit d'une opacité ici du médiastin thoraco-abdominal. Donc, il s'agit d'un neuroblastome. Le cas suivant, voilà cette opacité du médiastin postérieur. Donc, il s'agit d'une opacité médiastinale. Les limites externes sont nettes et convexes. Les limites internes noyées dans le médiastin et qui restent visibles à travers l'opacité médiastinale. C'est une opacité du médiastin postérieur. Donc, cette opacité du médiastin postérieur correspond ici à une tumeur neurogène. C'est un neuroblastome du médiastin postérieur à l'étage thoracique. Le cas suivant, chez cet enfant âgé de 1 an, on note la présence d'une énorme opacité du médiastin supérieur. C'est un enfant âgé de 1 an. Donc, on doit penser, bien sûr, à une origine thymique, mais cette masse, ici, elle refoule la trachée. Donc, elle est compressive sur la trachée. Donc, elle est symptomatique. Il s'agit d'une masse du médiastin antérieur compressive.
L'échographie réalisée confirme la présence d'une masse kystique multicloisonnée et l'IRM objective la présence de composants du signal différent, donc du signal liquidien pur, du signal hématique correspondant à un lymphangiome kystique. Le cas suivant est celui d'un enfant âgé de 6 jours, donc un nouveau-né, qui consulte pour détresse respiratoire. On note la présence ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, que si les clavicules sont un peu surélevées et qu'ils ne sont pas projetés sur les apex pulmonaires, et si en présence d'une opacité médiastinale, on continue à voir cette opacité occupant l'apex pulmonaire. Il s'agit donc d'une opacité du médiastin ici supérieur et postérieur. Donc, c'est une opacité médiastinale postérieure occupant le médiastin supérieur qui correspond en échographie à une formation kystique anéchogène, homogène. En scanner, en IRM, il s'agit d'une opacité donc, du signal liquidien hyper intense qui peut correspondre soit à une duplication digestive, soit à un kyste bronchogénique ou un kyste thymique. Le diagnostic définitif chez cet enfant, c'est une duplication œsophagienne. Et voilà, j'ai terminé. Je vous remercie.